Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Ce journal sera essentiellement consacré à la situation au Burkina Faso. La CEDEAO appelle les putschistes à désarmer et l'armée à ne pas engager de combat. 6 dirigeants d'Afrique de l'Ouest réunis en sommet aujourd'hui à Abuja ont décidé de se rendre à Ouagadougou, au chevet du Burkina Faso, plongé dans la crise depuis mercredi dernier. À Ouagadougou, l'armée loyaliste et les putschistes de la garde présidentielle se font face mais disent vouloir éviter l'affrontement. Rarement une réunion de la CEDEAO n'aura été aussi décisive pour l'avenir d'un pays. Tous les protagonistes sont dans l'attente de la décision de la CEDEAO, réunie aujourd'hui en sommet extraordinaire à Abuja. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Moïse Gomis. Moïse, vous trouvez à Abuja. Est-ce qu'on sait quand les chefs d'État vont arriver à Ouagadougou et qui sera du voyage ? A priori, les chefs d'État qui ont été nominés pour participer à ce haut comité devraient se rendre à partir de demain au Burkina Faso. Donc ce sont les chefs d'État du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo, du Bénin et le président Macky Sall en tant que président de la CEDEAO vont donc partir à partir de demain pour la réinstallation du président de la transition, Michel Kafando, pour qu'il puisse reprendre sa place en tant que président du Burkina Faso et accompagner la reprise du dialogue entre toutes les parties au Burkina, puisque les présidents de la CEDEAO ont en quelque sorte décidé de ne pas décider, puisqu'ils n'ont pas tranché sur les points qui étaient saillants, à savoir l'amnistie des putschistes et également sur la participation ou non des pro-Compaoré aux prochaines élections. Les chefs d'État de la CEDEAO ont préféré que ce soit la transition qui soit à la tête du dialogue entre les Burkinabés. Et donc ce soir, on peut dire que les chefs d'État ont plutôt choisi de redonner la balle aux acteurs burkinabés pour qu'il y ait un consensus à partir du Burkina Faso. Alors Moïse, dans un communiqué, la CEDEAO appelle les putschistes à désarmer et l'armée à ne pas engager de combat. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie complètement le projet d'accord qui avait été proposé par le président sénégalais, par la médiation ouest-africaine ce dimanche ? Est-ce qu'on sait plus exactement ce qu'ils ont l'intention de proposer, notamment sur le désarmement des putschistes ? Alors, on a pu poser quelques questions à Mahamadou Issoufou, le président du Niger, à la sortie du point presse, et il indiquait que c'était au Burkinabé de régler aussi le problème à partir du Burkina, mais en insistant aussi sur le fait qu'il fallait absolument que toutes les parties gardent leur sang-froid. Aucune condamnation formelle a été faite, même si les chefs d'État ont rappelé qu'il fallait absolument que les forces suivies par le général Diendéré déposent leurs armes et que surtout les forces armées loyalistes n'attaquent pas. Et donc on est un peu dans un statu quo et vraisemblablement il y a eu des grosses discussions, de gros échanges, puisque on rappelle que cette journée a été très très longue à plusieurs reprises. On a appelé les journalistes pour le point presse et qu'au final, ce point presse est venu seulement à partir de 19h15, heure ici à Abuja, donc 20h15, heure française, alors qu'on avait annoncé la fin de ce sommet pour 17h, heure française. Merci Moïse Gomis en direct d'Abuja. On va continuer bien entendu à parler de cette situation au Burkina Faso. Mes invités en plateau, Germaine Pitroipa, vous êtes représentante en France du parti Unir PS, le parti de Bénéwéné Sankara. Seydi Kaba, vous êtes journaliste, écrivain. Et puis on sera également en ligne avec Ouagadougou dans un instant, mais on va revenir sur la situation aujourd'hui au Burkina Faso. Elle a évolué à l'aube ce matin. Des soldats de l'armée, fidèles aux institutions de la transition, sont entrés dans Ouagadougou et ont posé un ultimatum aux putschistes qui n'y ont pas répondu. Depuis lors, c'est l'attente qui se prolonge dans la capitale burkinabé. Écoutez notre envoyée spéciale, Anna Sylvestre-Renner, elle revient sur cette journée.
Pas un tir n'a été entendu ici à Ouagadougou. C'est plutôt un silence total qui règne dans la capitale burkinabé. Ce qu'on sait, c'est que des colonnes militaires sont en effet désormais aux portes de Ouagadougou, mais on ne connaît pas le nombre de soldats, de véhicules qui seraient arrivés. Plusieurs convois sont partis dans la matinée de villes de province, notamment de Dédougou, de Fada, de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, où ces derniers jours, les manifestations étaient très importantes contre le coup d'État. À Fada, des civils auraient d'ailleurs demandé instamment aux militaires d'aller à Ouagadougou ou de leur donner des armes. Mais pour l'heure, ici, comme je vous le disais, pas de tir, une sorte d'attente extrêmement tendue, de l'inquiétude. Et Ouagadougou est une ville déserte, une ville morte dans l'attente. Une attente, de l'inquiétude. Germaine Pitroipa, est-ce que c'est ce que vous partagez, vous aussi, de l'inquiétude sur l'avenir du Burkina Faso ? Ah non, moi je n'ai aucune inquiétude. Permettez-moi de dire merci de m'avoir invité et surtout de dire merci au peuple burkinabé, merci aux forces armées et surtout désolé pour les familles éplorées et surtout que le peuple burkinabé a montré qu'il était mûr, qu'on ne peut pas, que personne ne peut dicter au peuple burkinabé ce qu'il doit faire. La CEDEAO vient d'apprendre à ses dépens que c'est ça qu'il fallait faire. Parce que c'est ça que vous retenez, vous, de ce qui se passe, qui est en train de se passer ce soir, hein, ce que nous expliquait notre envoyé spécial. Finalement, vous avez l'impression que la CEDEAO est revenue sur ce qui est la première proposition proposée par la médiation heureusement pour eux, heureusement pour la CEDEAO, parce qu'on ne peut pas venir pour résoudre un conflit et prendre fait et cause. Et comme par hasard, vous avez remarqué que la CEDEAO n'a pas condamné le coup d'État. Je répète, la CEDEAO, je pense, est en train de s'auto-détruire, tout comme Gilbert Diendéré est en train de tirer sa dernière carte. Seydi Kaba, c'est une position que vous partagez ? Je ne dirais pas la même chose. Il reste que l'accord qui a été... Le projet d'accord est devenu caduc parce qu'il ne tient pas compte de l'évolution de rapport de force. Au moment où le président Macky Sall et le président béninois ont séjourné à Ouagadougou et ont abouti à ce projet d'accord, le RSP était en position de dicter un certain nombre de choses. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le rapport de force a complètement changé avec la prise de position des forces armées. Aujourd'hui, le RSP est totalement isolé. Il n'a plus rien à dicter. Les discussions doivent porter sur les conditions, comment créer les conditions de la reddition du RSP. Et de ce point de vue, l'appel lancé par la CEDEAO me paraît tout à fait opportun que les RSP déposent les armes pour éviter au Burkina une effusion de sang parce qu'il y a déjà plus d'une dizaine de morts. On va prendre la direction tout de suite de Ouagadougou. Nous sommes en ligne avec Roch Kaboré du MPP, candidat à la présidentielle et présenté comme l'un des favoris de cette présidentielle qui était fixée pour le 11 octobre prochain. Monsieur Kaboré, est-ce que ça vous satisfait la façon dont la situation évolue, le fait que finalement la CEDEAO soit revenue sur ce projet d'accord? C'est dans ce sens-là qu'il fallait aller pour vous? Oui, tout à fait. Nous pensons que c'est dans ce sens qu'il fallait poser les problèmes, parce que nous avons considéré que la proposition d'accord était une proposition unilatérale, qui n'a jamais été discutée avec les parties prenantes. Et dans ce sens-là, il est évident que sa mise en œuvre n'était pas possible. Les candidats à la présidentielle, vous par exemple, vous n'aviez pas du tout été consulté par la médiation ouest-africaine, aucun des partis politiques, des candidats n'avait été consulté? Nous avons été consultés dans une première partie en tant que cadre de concertation des partis politiques membres de l'ex-opposition. Nous avons réaffirmé nos positions de principe, qui était que, premièrement, il fallait libérer tous les prisonniers qui avaient été pris dans le cadre de ce coup d'État. Deuxièmement, nous avons réaffirmé notre condamnation de la prise du pouvoir par la force. Nous avons demandé la réinstallation de la transition et l'organisation des élections à bonne date. Et nous avons réaffirmé, dans le cadre donc de ces partis politiques, que nous n'aurions pas de débat avec les putschistes. Ça au moins c'était très clair et réaffirmé. Roch Kaboré, justement, il y avait deux points effectivement qui étaient très contestés par la société civile, les partis politiques, par la population. C'était la question de l'amnistie, tout d'abord des putschistes. Est-ce que pour vous, il n'est pas question de les amnistier? Ils doivent déposer les armes sans condition? Nous estimons qu'ils doivent déposer les armes sans condition parce que nous avons déjà dit lors de notre rencontre avec le président Macky Sall qu'il nous était impossible d'enjamber des cadavres pour faire un compromis politique. Je pense que c'est important.
Le peuple burkinabé, depuis l'insurrection populaire de 30 et 31, a déjà perdu 30 de ses dignes fils dans ce combat-là. Beaucoup de blessés. Aujourd'hui encore, on a 10 morts et plusieurs blessés. Il est important quand même que la justice soit faite. C'est le minimum qu'on puisse faire vis-à-vis du peuple burkinabé. Roch Kaboré, l'autre point très contesté, c'était la réintégration des partisans du président déchu, Blaise Compaoré, dans la compétition pour la présidentielle, prévue le 11 octobre prochain. Ça non plus, c'est un point qui n'est pas négociable pour vous? Pour nous, nous avons expliqué d'ailleurs que c'était un point qui n'était pas à débattre. Parce que, premièrement, je dois dire qu'après la décision judiciaire du Conseil constitutionnel, les mêmes candidats ont dit qu'ils prenaient acte de la décision, ils se soumettaient à la décision. Nous comprenons donc mal comment 1300 personnes qui constituent le RSP peuvent faire une irruption dans l'activité politique pour dire qu'il n'y avait pas une inclusion et que par conséquent, il y avait des risques de dérapage de la démocratie dans notre pays. Et c'est pourquoi nous avons dit ce problème-là n'est pas un problème au Burkina Faso. Parce que la décision a été prise et tout le monde était d'accord. Merci beaucoup, Roch Kaboré, d'avoir participé à cette édition du Journal de l'Afrique. Germaine Pitroipa, un mot peut-être, est-ce que vous partagez cet avis de Roch Kaboré, notamment sur la participation des candidats pro-Compaoré à la présidentielle? Mais oui, je partage totalement. C'est pour ça que je refuse ce que j'ai dit. Le Burkina Faso ne peut pas être mis sous tutelle. Parce que cette décision voudrait dire quoi? Que l'institution judiciaire, qui est le Conseil constitutionnel, prend une décision et la CEDEAO veut revenir sur cette décision. Je ne comprends pas. Accepter ça, c'est accepter une mise en tutelle du Burkina Faso. Que Macky Sall nous dise qu'est-ce qu'il fait de Karim Wade. Et nous lui répondrons ce que nous allons faire des gens qui ont été condamnés, dont les institutions judiciaires ont estimé qu'ils étaient dans le droit de les disqualifier pour la compétition présidentielle. Là, ce n'est que la compétition présidentielle. Les législatives, le CDP, y est. On a demandé à ceux qui étaient des députés qui se sont prononcés pour la modification de l'article 37 de ne pas se présenter, mais le CDP a eu le droit d'aller de remplacer ces candidats. Et je ne comprends pas pourquoi. Ce n'était même pas un problème pour nous. Germaine Pitroipa, on va évoquer rapidement pour terminer les réactions internationales avec un ton plus ferme généralement que la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne ont réclamé donc le désarmement sans condition des putschistes. Écoutez, la secrétaire d'État au développement, Annick Girardin, la secrétaire d'État française, elle est interrogée par Marc Perelman. Vous voulez des élections quand ? Nous voulons des élections telles qu'elles étaient prévues, c'est-à-dire c'était le 11 octobre. Vous pensez que c'est encore jouable? Le plus rapidement possible. On ne peut pas commencer à donner aujourd'hui des délais. Peut-être faudra-t-il faire. Mais pour l'instant, il faut que ces élections se passent le plus vite possible. Des élections qui doivent se passer le plus vite possible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans le Journal de l'Afrique pour évoquer la situation mouvante au Burkina Faso. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24. Merci. Billet retour. L'un des plus beaux lagons au monde. Une faune et une flore luxuriantes. Bienvenue à Mayotte, 101e département français depuis 2011. D'ici 10 ans, l'île doit abandonner ses us et coutumes pour se calquer sur le droit européen. Des changements qui ne sont pas sans conséquences sur le quotidien des Mahorais, qui ne s'y étaient pas forcément préparés. Tout comme à l'afflux incessant de migrants des îles voisines, pour qui Mayotte fait figure d'Eldorado. Billet retour, à voir sur France 24 et sur france24.com.
Il est 22h à Paris, vous regardez Paris Direct. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Les présidents du Sénégal, du Togo, du Bénin et du Nigeria sont attendus à Ouagadougou pour proposer une sortie de crise. Pour l'instant, l'armée loyaliste et les putschistes se font face dans la capitale. Le général Diène Déré refuse dans cette attente de déposer les armes. Réunion des membres les plus influents du conseil de surveillance de Volkswagen en ce moment. Le patron du groupe a perdu la confiance des grands actionnaires après la révélation de la manipulation des normes écologiques de plus de 11 millions de véhicules. La solidarité européenne ne fait pas l'unanimité. La République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie ont voté contre l'accueil des réfugiés. Il s'agissait de répartir 120 000 d'entre eux. Je vous rappelle que plus de 500 000 personnes sont arrivées dans l'Union européenne depuis le début de l'année. Les rues de Ouagadougou sont calmes ce soir. Le pays est suspendu à la décision et à la médiation de la CEDEAO. Le chef des putschistes, le général Diène Déré, assure qu'il ne se pliera à ses conclusions, mais pour l'heure, il refuse de déposer les armes, et ce malgré la pression de l'armée loyaliste dans la capitale. Ludovic de Foucault. Ouagadougou célèbre l'arrivée de l'armée régulière. Venus de l'intérieur du pays, les soldats intègrent les casernes de la capitale sous les vivas des passants. De nombreux Burkinabés comptent sur les forces armées, plus de 11 000 hommes, pour débarrasser le pays des putschistes. Notre armée aussi, vraiment c'est une armée qui est capable, qui est digne, parce que c'est ces terroristes qui ont pris notre révolution en otage. Vraiment, c'est comme si ce n'est pas des Burkinabés. Ils sont contre le peuple burkinabé. Le général Diène Déré, chef des putschistes à la tête des 1300 hommes du RSP, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, a réagi. Il veut la paix, mais pour autant, il ne se laissera pas faire. Nous n'avons pas envie de nous battre. Bon, nous défendrons éventuellement, mais nous n'avons pas envie de verser du sang pour rester dans un pouvoir quelconque. Le général, ancien bras droit du président Compaoré, dit s'en remettre à la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui se penche actuellement sur un projet de sortie de crise. Le chef de l'état-major des armées est lui aussi dans l'attente. Il y a aussi la CEDEAO qui nous a instruits, tenu compte des travaux qui sont en cours là-bas. Et je pense que nous devons avoir dans certaines circonstances des discernements et du bon sens. Et donc, pour, tant que cela est possible, éviter l'affrontement. Le projet de la médiation de la CEDEAO, actuellement réuni à Abuja au Nigeria, prévoit la restauration des autorités de transition au Burkina, mais aussi l'amnistie des putschistes et la possibilité pour les partisans de Blaise Compaoré d'être candidats aux prochaines élections. C'est l'une des revendications majeures des auteurs du coup d'État, mais un an après la chute d'un président resté 27 ans au pouvoir, l'opinion burkinabé y est très défavorable. Je vous rappelle que vous pouvez suivre minute par minute la situation au Burkina Faso grâce à notre live blog sur france24.com, donc sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Il y a des excuses, mais sont-elles à la hauteur du scandale? Le patron de Volkswagen s'est dit infiniment désolé. Son CEO concède, et ce sont ces mots, qu'ils ont merdé. L'affaire prend une ampleur considérable. Il faut dire que ce sont 11 millions de voitures diesel qui ont été équipées de ce logiciel pour déjouer les normes environnementales. Alors pour éviter l'amalgame, les constructeurs français sont favorables à des contrôles. Il faut dire que la défiance des consommateurs est ce soir aiguisée. Soyons clairs, notre entreprise a été malhonnête avec l'Agence américaine de protection de l'environnement et avec son homologue californienne, ainsi qu'avec vous tous. Et on peut le dire, on a totalement merdé. Il faut que nous réglions le problème sur ces voitures et que cela n'arrive plus jamais. Nous prolongeons notre réflexion avec vous, Julia Poliskanova. Vous êtes chargée d'études véhicules propres chez Transport et Environnement. Volkswagen est-il un cas isolé selon vous?
En fait, je voudrais vraiment stresser premièrement que ce problème, ce n'est pas limité au Volkswagen ou aux États-Unis. C'est vraiment le problème avec les voitures diesel, qu'ils ont les émissions, beaucoup des émissions de NOx. Et c'est en fait aussi plus grand problème en Europe qu'aux États-Unis, en fait. On a vraiment déjà les recherches ici qui, pendant des années, étaient même dans la commission, qui étaient vraiment appris. Mais le testing, la procédure d'homologation en Europe est très différente. C'est beaucoup moins indépendante qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça que cette investigation était lancée là. Et le problème était dévoilé là, premièrement, et pas ici. Vous voulez dire que c'est facile en Europe de tricher ? Oui, absolument. En Europe, on a le système où on a 28 agences de testing nationales. Et comme ça marche, c'est que les constructeurs, en fait, ils payent aux ces agences pour voir le testing, pour passer les tests d'émission. Et en fait, c'est le service commercial. Il n'y a pas d'indépendance, de responsabilité là-bas parce que c'est le service commercial. Il y a le conflit d'intérêts où, en fait, l'agence de testing dépend pour ses chiffres d'affaires de quelque part sur cette relation de business. Alors, ce qu'il faut faire ici en Europe, exactement ça qu'on a fait aux États-Unis, où il y a une agence de protection environnementale, EPA, qui est indépendante. Alors, en Europe, on a aussi besoin de cette agence européenne d'homologation qui peut être financée, par exemple, par une petite taxe sur les voitures vendues de 20 € et qui sera indépendante pour contrôler ce testing et assurer que c'est vraiment indépendant et responsable. Que représente la pollution au diesel ? En fait, en Europe, la pollution diesel est beaucoup plus grave qu'aux États-Unis parce qu'on a beaucoup plus de voitures diesel ici. C'est vraiment intéressant qu'aux États-Unis, c'est 1% de toutes voitures qui sont en fait dans ce segment légère sont diesel. Tandis qu'en Europe, c'est plus que la moitié. Et même avec ce marché très, très niche aux États-Unis, quand même l'agence environnementale dévoilait ce problème et a trouvé que vraiment ça ne marche pas. Tandis qu'en Europe, on a beaucoup, par exemple, à Londres, on a 80% de toutes les émissions de NO2, qui sont vraiment le gaz toxique qui cause asthme, par exemple, les problèmes avec poumons, sont causés par véhicules diesel. Alors, c'est vraiment le problème grave de santé publique qu'on parle. Ce n'est pas juste tricher les tests. Bien sûr, c'est un problème. C'est le problème de confiance des consommateurs, mais aussi un grave problème de santé publique aussi. Je vous remercie pour ces éléments, Julia Poliskosnova. Je vous remercie beaucoup. Donc, on aura compris qu'il faut une agence indépendante en Europe, en tous les cas, pour éviter tout conflit d'intérêts lors des tests concernant notamment le diesel très polluant. Le pape vient d'arriver à Washington, à l'instant accueilli par Michelle et Barack Obama. François entame une visite de 6 jours aux États-Unis, accueilli donc sur la base du Maryland par Barack Obama. Vous les voyez à l'image. Il s'exprimera devant le Congrès ce jeudi, un congrès hostile au rapprochement avec Cuba et à la levée de l'embargo. Vous l'entendez au son apparemment. Pour l'instant, on n'a qu'un plan serré, mais apparemment, il y a beaucoup de fidèles catholiques qui sont venus accueillir le pape François. Il avait célébré, juste avant d'arriver, une dernière messe à Santiago de Cuba, qui est considéré comme le berceau du castrisme. Et il n'aura eu aucune prise de position en faveur, voilà, on voit enfin à l'image, en faveur des droits de l'homme, le pape François qui tente avant tout de relier tout ce qui est divisé. Voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler avec notre invité sur ce plateau à 23h, mais aussi avec notre correspondant à Washington à 23h30. Voilà, Barack Obama accompagné de ses filles aussi. Il n'y a pas eu d'unanimité. Les ministres de l'Intérieur européens ont adopté à la majorité seulement donc la relocalisation de 120 000 migrants. La République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie ont voté contre. François Hollande a laissé entendre que des sanctions pourraient être décidées à l'encontre de ces pays s'ils n'accueillaient pas de réfugiés. Vanessa Abba. Un premier pas vers une meilleure répartition des migrants dans l'Union européenne. À Bruxelles, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont réussi à se mettre d'accord. Un programme de relocalisation en 2 temps de 120 000 migrants. Une avancée souhaitée par Paris et saluée par François Hollande. 120 000 120 000 pour un continent qui compte 450 millions d'habitants. On n'en serait pas capable. Donc on va montrer
qu'on est capable de faire cet accueil et en même temps d'avoir des règles qui puissent être respectées. Ça s'appelle la responsabilité et ça s'appelle la solidarité. Mais pour arriver à ce compromis, un vote à la majorité a été nécessaire. 4 pays se sont prononcés contre, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la République tchèque. Le ministre de l'Intérieur tchèque a d'ailleurs réagi sur son compte Twitter. Il a fermement dénoncé ce projet. Nous allons bientôt réaliser que le roi est nu. C'est le sens commun qui a perdu aujourd'hui. Malgré cette opposition, l'Italie, l'un des premiers pays touchés par cette crise, est soulagé. Son ministre de l'Intérieur s'est d'ailleurs montré plutôt optimiste. Je pense que la résistance des pays de l'Est devrait faiblir. Le travail préparatoire s'est bien déroulé. Un travail et un accord indispensables à la veille du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne prévu mercredi soir. Cette rencontre devrait donc se dérouler dans un climat moins explosif. Il faudra encore s'entendre sur l'aide destinée à la Turquie, le Liban et la Jordanie qui hébergent des millions de réfugiés, ainsi que celle destinée aux 11 millions de déplacés en Syrie. Les tensions sont toujours aussi vives à Jérusalem alors que 2 jeunes Palestiniens sont morts près de Hébron. À l'approche des grandes fêtes juives et musulmanes, la communauté internationale craint un regain de violence. Le président de l'autorité palestinienne a été reçu par le chef de l'État français, Mahmoud Abbas, a pu ainsi exprimer ses craintes. J'ai exprimé au président de l'autorité notre attachement à ce que rien ne soit remis en cause sur l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire ce qu'on appelle le statu quo de 1967 et qui régit les modalités d'accès. Nous appelons à l'apaisement, nous appelons au calme et nous appelons au respect des principes. Ce qui se passe est extrêmement dangereux et nous ne voulons pas que cette situation se poursuive pour ne pas aboutir au chaos et à une intifada que nous ne voulons pas. Christelle Bernot, vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Hébron et Jérusalem donc sont tous deux sous haute surveillance ce soir. Oui, il y a eu de très fortes tensions en Cisjordanie, notamment ces dernières 24 heures avec la mort de 2 Palestiniens. C'est d'abord un jeune homme de 21 ans qui est décédé la nuit dernière près d'Hébron. Selon l'armée israélienne, il a été tué par la déflagration de l'engin explosif qu'il comptait lancer sur un véhicule militaire israélien. Une version confirmée par des témoins sur place, mais une version réfutée par les services de sécurité palestiniens qui affirment que le jeune homme est décédé après avoir été touché par des tirs de soldats israéliens. Et puis ce matin, une Palestinienne de 18 ans a été blessée par des tirs israéliens à un checkpoint près du centre-ville d'Hébron. Selon l'armée, elle aurait tenté de poignarder un soldat et l'armée aurait alors ouvert le feu et la jeune femme a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Journée donc encore sous tension aujourd'hui en Cisjordanie. Tension vive donc en Cisjordanie qui restera bouclée jusqu'à demain soir. Oui, à Jérusalem et en Cisjordanie, la situation reste tendue, même si ce soir un calme précaire est revenu, puisque les Juifs célèbrent ce soir et demain Kippour, c'est le jour du grand pardon, et comme chaque année avec le temps de Kippour, la Cisjordanie est bouclée, les points de passage vers Israël et Jérusalem sont fermés, les musulmans s'apprêtent à fêter l'Aïd, la plus grande fête de leur calendrier qui démarre mercredi soir, et pour empêcher toute nouvelle violence, la police israélienne a déployé des milliers d'hommes en renfort à Jérusalem autour de l'esplanade des mosquées dans la vieille ville. La semaine dernière, l'esplanade des mosquées a été le cadre d'affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. C'est un lieu, vous le savez, de haute tension entre juifs et musulmans. C'est le 3e lieu saint de l'islam. Et pour les juifs, c'est le premier lieu saint qu'ils appellent le mont du Temple. Et à chaque période de fête, on vient de le voir, les tensions sont toujours plus vives. Je vous remercie, Christelle. Le Yémen est en guerre depuis plusieurs mois et son président avait quitté le pays après 6 mois d'exil en Arabie Saoudite. Mansour Hadi est rentré à Aden, la grande ville du sud, sous contrôle loyaliste, capitale provisoire donc, puisque Sanaa est toujours sous contrôle houthi et ce depuis 1 an. Il est 22h14 précisément à Paris et les présidents du Sénégal, du Togo, du Bénin et du Nigeria sont attendus à Ouagadougou pour proposer une sortie de crise. Pour l'instant, l'armée loyaliste et les putschistes se font face dans la capitale. Le général Diène Déré refuse dans cette attente de déposer les armes. Réunion des membres les plus influents du conseil de surveillance de Volkswagen en ce moment. Le patron du groupe a perdu la confiance des grands actionnaires après la révélation de la manipulation des normes écologiques de plus de 11 millions de véhicules. Il en sera question dans le journal de l'économie dans un instant.
La solidarité européenne ne fait pas l'unanimité. La République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie ont voté contre l'accueil de réfugiés. Il s'agissait de répartir 120 000 d'entre eux. Je vous rappelle que plus de 500 000 personnes au total sont arrivées dans l'Union européenne depuis le début de l'année. Le pape François est donc aux États-Unis, premier voyage. François s'exprimera jeudi devant le Congrès, hostile au rapprochement avec Cuba. Vous voyez ces images en direct donc de l'aéroport du Maryland. Le pape a donné, avant de partir, de s'envoler vers les États-Unis, a donné une dernière messe à Santiago de Cuba, où il apprenait durant plusieurs jours le rapprochement entre États-Unis et Cuba. Place au journal de l'économie, c'est avec vous Myriam Mascarello, bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à toutes et à tous. C'est un scandale mondial, on l'a dit, et pour preuve, l'action Volkswagen a perdu encore aujourd'hui presque 20%. Un scandale qui donne lieu à des scènes sans précédent, celle où le PDG du groupe, Martin Winterkorn, présente ses plus profondes excuses. Écoutez-le. Pour l'instant, je n'ai pas encore non plus toutes les réponses à toutes les questions. Mais nous menons notre enquête sans pitié. Tout sera mis en place le plus vite possible, de la façon la plus transparente et efficace possible. Nous continuons à travailler très étroitement avec les autorités gouvernementales concernées. Une mise au clair rapide et complète est désormais notre première priorité. Martin Winterkorn qui pourrait être limogé très rapidement puisque le conseil de surveillance de Volkswagen a été avancé et se tient ce soir, dès ce soir. C'est en tout cas ce que dit la presse allemande. Il faut dire que Volkswagen a reconnu avoir truqué les tests de pollution pratiqués sur ses véhicules aux États-Unis grâce à un petit logiciel embarqué. Et pire, le constructeur dit que 11 millions de véhicules dans le monde en sont équipés de ce logiciel. Le premier constructeur automobile mondial a d'ailleurs déjà mis de côté 6,5 milliards d'euros dans sa comptabilité du troisième trimestre pour faire face aux conséquences de ce qui relève d'une catastrophe industrielle. Des enquêtes ont été diligentées en Allemagne, siège évidemment de Volkswagen, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Italie, en France. Paris et Londres demandent une investigation au niveau européen. Eva Joly, députée européenne, groupe des Verts Alliance Libre Européenne, était tout à l'heure avec nous. Nous lui avons demandé si la Commission européenne allait ou non mener une enquête sur Volkswagen et peut-être sur d'autres constructeurs. Écoutez-la. Elle vient de déclarer qu'une enquête aujourd'hui, c'est prématuré. Alors, nous sommes devant une véritable escroquerie. 11 millions de voitures avec un logiciel à bord qui permet de déjouer le contrôle. Lorsque le véhicule est contrôlé, le software se met en route et donne un résultat faussé. C'est donc vraiment des manœuvres qui caractérisent l'escroquerie et c'est pour moi gravissime. Est-ce qu'il faut qu'une enquête pénale soit menée dans d'autres pays et notamment en France ? Alors, il me semble que nous avons la maîtrise de l'enquête en France. Nous ne maîtrisons pas l'enquête de la Commission. Par contre, nous pouvons commencer une enquête en France. Les véhicules Volkswagen ont été vendus en France et vous savez qu'il y a des primes payées par le contribuable pour acquérir des véhicules moins polluantes. Donc, c'est une escroquerie aussi aux finances publiques. Donc, l'enquête, pour moi, est urgente. Elle doit commencer demain pour s'assurer les preuves de cette escroquerie historique. Et vous dites que cette enquête doit également viser des responsables, des individus qui seraient responsables de cette escroquerie ? Nous savons que chez Volkswagen, M. Winterkorn a admis qu'ils ont fait une énorme erreur. Il a admis que ce logiciel est installé. Et on ne voit pas comment un logiciel installé pour fausser les résultats peut être accidentel. Donc, c'est important de commencer l'enquête en France, en Italie. La Californie l'a déjà commencé parce qu'il y a une responsabilité personnelle du président directeur général de la société, mais aussi des ingénieurs qui ont conçu ce programme. C'est une responsabilité au sein de l'entreprise qu'il va falloir déterminer. Mais il ne faut pas traîner
il n'y a pas de raison, alors que, je veux dire, les faits sont gravissimes. Pour la santé publique, vous savez qu'il y a 40 000 morts par an de trop pour les particules fines qui émettent le diesel, et faire croire que le diesel Volkswagen est un diesel propre, c'est donc littéralement parlant une escroquerie. Eva Joly, est-ce que là on voit la fragilité des tests anti-pollution, et est-ce que le Parlement peut faire pression sur les États membres ou sur la Commission pour améliorer ces contrôles? On voit là la puissance des lobbies automobiles qui, depuis des années, a pu fausser les contrôles, notamment sur la consommation et l'émission. Et aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités, l'État français et dans les autres États membres, pour dire nous voulons des véritables tests et nous voulons réellement lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez que le transport des personnes, c'est presque 40% des émissions de CO2. Donc, retarder la lutte contre le réchauffement climatique, alors que nous sommes à quelques semaines du COP21, c'est réellement un comportement criminel. Et je dénonce l'instauration et l'installation des bonus, et ce qui fait que la direction de Volkswagen a intérêt à ce que les ventes et les actions soient hautes et les ventes fortes. Ils sont sacrifiés les finances publiques, la santé publique, la qualité de l'air et l'environnement. Indignation d'Eva Joly, députée européenne, groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, sur notre antenne. Les marchés aussi ont réagi fortement à leur manière à ce qu'on peut désormais donc appeler le scandale Volkswagen. En Europe, les indices ont tous terminé dans le rouge, plombés par la filière automobile. Paris a perdu 3,42%, moins 3,80% à Francfort, moins 2,83% à Londres. Et puis vous voyez le Stoxx automobile, qui est donc un indice synthétique du secteur, qui perd lui 7,57% en Europe. Et à Wall Street aussi, on est dans le rouge, inquiet de ce scandale et aussi de la vigueur de la croissance mondiale, notamment de la faiblesse chinoise, avec donc un Dow Jones qui termine sur une baisse de 1,09%, moins 1,50% pour le Nasdaq, moins 1,23% pour le S&P 500. Ça, c'est la clôture à Wall Street. Voilà, Aude, pour l'économie. Merci beaucoup, Myriam, pour ce journal. Karim Yaoui est avec nous sur le plateau pour un œil sur les médias, et nous continuons dans votre chronique à parler de ce scandale Volkswagen. Il est très commenté sur les réseaux sociaux. Très commenté à la une de beaucoup de sites d'information, notamment du Figaro, qui revient sur la genèse de ce scandale, comment il a éclaté. En réalité, c'est une université et une ONG qui ont fait tomber Volkswagen, nous raconte le site du Figaro. Tout commence en 2013, lorsqu'un professeur effectue une série de tests sur 3 véhicules de la marque Volkswagen. Il va regarder les émissions polluantes, mais il ne sait pas quels sont les taux acceptés et quels sont les taux que Volkswagen prétend émettre à travers ces véhicules. Ces résultats, il va les envoyer un an après, tout de même, à une ONG qui va se pencher sur ces résultats, et le scandale va finir par éclater. Alors évidemment, on parle beaucoup de ce scandale, mais on s'interroge aussi du côté du Monde, notamment sur les procédures d'homologation. Cet article souligne que c'est très facile de se faire homologuer, parce que ces tests qui sont réalisés par des sociétés comme la société Utac-Ceram, qui est une société privée, sont réalisés dans des conditions qui ne correspondent pas du tout à l'usage quotidien de la voiture, c'est-à-dire que la voiture roule à une trentaine de kilomètres heure, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'usage qu'on en fait chaque jour. On dépasse largement cette vitesse, la voiture est beaucoup plus sollicitée. Ces tests ne sont donc pas représentatifs des émissions réelles. Évidemment, ça a suscité des réactions assez colériques, enfin beaucoup de réactions, notamment du côté des Verts. On a vu Eva Joly qui parle de scandale sans précédent. Eh bien, pour les écologistes, le diesel propre n'existe pas, et cette affaire en est la preuve. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a vu Julien Bayou interpeller à plusieurs reprises sur Twitter Ségolène Royal en évoquant la nécessité de mettre en place un contrôle indépendant des constructeurs français, parce que évidemment cette affaire jette la suspicion sur tous les constructeurs automobiles et pas seulement sur Volkswagen. Il explique aussi sur son compte Twitter qu'il est nécessaire d'inviter la population à changer ses comportements et peut-être à abandonner le diesel. Alors cette affaire surgit aujourd'hui, mais déjà en 2012, nous explique Anne-Laure Barral, la journaliste, eh bien en 2012, Greenpeace dénonçait la face sombre de Volkswagen
avec une imagerie liée à Star Wars et à Dark Vador. Eh bien, on l'a ressorti aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je suis ton air, une référence à une réplique culte de cette saga. Sur Twitter, on partageait aussi ce dessin qui est paru sur Le Monde où Das Auto devient Das Pipo, une vaste supercherie avec ce logo qui émet des gaz polluants bien plus qu'il ne prétendait en émettre. Et puis sur Twitter, ce montage avec une Volkswagen qui peut en cacher une autre, un modèle phare de la marque qui cache une poubelle ambulante. Et puis ironie avec ce tweet de Matteo Ghisalberti qui explique qu'on accusait la Grèce de tricher. Vous imaginez la tête de Madame Merkel quand elle va rencontrer Tsipras. Évidemment, s'il parle de ce sujet qui vient de faire tomber un fleuron de l'industrie automobile allemande, c'est clair que l'Allemagne ne sera plus tellement en position de donner des leçons. Viktor Orban se fait à nouveau remarquer par une mesure choquante. Alors c'est vrai que Viktor Orban, depuis quelque temps, se fait régulièrement remarquer. On se souvient de ce mur érigé pour empêcher les réfugiés, les migrants de passer. On a vu aussi il y a quelques jours que la Hongrie avait acheté des espaces publicitaires dans des journaux libanais pour tenter de dissuader ces migrants de tenter le passage en Europe. Aujourd'hui, eh bien, un texte de loi a été voté par 151 voix. Il autorise l'armée et la police à ouvrir le feu sur les migrants. Alors l'objectif n'est pas forcément de les éliminer, mais évidemment, ça suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations parce qu'évidemment, des bavures, il risque d'y en avoir beaucoup. Cette posture du Premier ministre hongrois, on la retrouve aussi à travers ses déclarations, puisqu'il a eu un discours aux accents populistes aujourd'hui, en expliquant que les frontières sont en danger. C'est le mode de vie de toute la Hongrie qui est en danger, mais aussi toute l'Europe. Des réactions outrées du côté d'un certain nombre d'hommes politiques français, Jean-Christophe Cambadélis, qui se demande quand est-ce que le PPE aura le courage d'exclure Viktor Orban, et David Assouline qui a ce tweet publié dans la journée: est-ce que les règles de l'Union européenne concernent seulement les déficits économiques et jamais démocratiques? Des soldats français souhaiteraient pouvoir combattre sur le sol irakien. Alors c'est une information relayée ce matin par la radio France Info, des ex-soldats qui veulent partir combattre Daesh en Irak. Des soldats qui ont créé une page Facebook pour défendre cette idée d'aller au combat. La Task Force Lafayette, c'est le nom d'une unité où ils ont servi en Afghanistan entre 2009 et 2013. Ils expliquent que ce ne sont pas des mercenaires, que ce ne sont pas des barbouzes. Ils ont simplement la volonté d'aller combattre l'ennemi là où il est, en expliquant qu'ils en ont assez d'attendre que le gouvernement français prenne des décisions. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.